Bienvenue à la 39e édition du Festival international du film de Fribourg. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au Café des Grands Places pour une interview un peu spéciale, celle de Avril Tambouret et de Vladimir Rodionov, qui sont les deux réalisateurs du documentaire Alexandre Tranois, l'œuvre invisible. Tout d'abord, bienvenue à Fribourg. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi, merci beaucoup. Si possible, un petit récap du film pour ceux qui ne l'ont pas vu. En quelques mots, le film s'appelle L'œuvre invisible, Alexandre Tranois, l'œuvre invisible. C'est, on dirait, un essai documentaire sur les traces d'un cinéaste méconnu. Donc si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. C'est pour ça qu'on fait un film, justement. Alexandre Tranois, qui a passé une grande partie de sa vie à essayer de faire des films et qui a la particularité de n'avoir jamais réussi à en terminer un seul. C'est un cinéaste de films inachevés, donc un cinéaste à l'œuvre invisible. Et pourtant, il a tourné avec des très grands noms de l'histoire du cinéma, comme Marcello Mastroianni, comme Marlène Dietrich, comme Lino Ventura, comme Jean Rochefort. Voilà, donc cette particularité, c'est vraiment un cas unique dans l'histoire du cinéma, quelqu'un qui a essayé de faire des films, qui en a fait, mais qui n'est jamais allé au bout, en fait. Et on entend beaucoup parler du coup de Alexandre Tranois, de qui il a pu aborder dans sa vie. Mais vous, en fait, qui êtes-vous? Ah, nous, déjà d'emblée. Moi, je m'appelle Avril Tambouret, je suis réalisateur de films documentaires. J'en ai fait une bonne dizaine, en parallèle de celui-ci qui nous a occupé pendant une quinzaine, presque 20 ans, sur les traces de Tranois. Et voilà, des documentaires, des portraits d'artistes principalement, sur des comédiens, des dessinateurs. D'accord. Voilà, et moi, je suis Vladimir Rodionov, je suis réalisateur également. Avec Avril, on se connaît depuis plus de 20 ans. Et on s'est rencontrés quand on cherchait à être comédien ensemble, et notamment dans des cours de théâtre. Et puis depuis, on a fait ensemble plusieurs projets, on a écrit des séries ensemble, on a travaillé sur des courts-métrages. Et là, ce film, on le réalise ensemble depuis 15 ans. Ok, génial. Et après 15 ans, première au cinéma, ça fait quoi de le voir en grand pour la première fois? C'est vraiment la première, c'est-à-dire que c'est la première fois, comme vous dites, qu'on a vu des images de notre film avec lesquelles on a vécu pendant tant de temps, sur un écran. Évidemment, on est toujours ému, on se dit c'est formidable, mais c'est vraiment très émouvant parce que tous les gens quasiment qui sont dans le film, qu'on a filmé, ont disparu depuis. Ouais. Principalement celui grâce à qui on est là, c'est-à-dire celui qui nous a fait découvrir Tranois, qui nous a, on va dire, encouragé, et même plus qu'encouragé, porté pour faire ce film, qui est Jean Rochefort. Et on lui a promis qu'il devait voir le film. Donc l'émotion était vraiment immense parce qu'elle est redoublée parce que Tranois, n'ayant pas fait de film, il n'a pas eu d'existence cinématographique. On le raconte dans le film, on a fait le tour des cinémathèques, on allait chercher partout, même aux archives de la RTS en Suisse. Et les gens ne connaissent pas Tranois. C'est normal, un mec qui ne fait pas de film ne laisse pas de traces, on s'en fiche. Nous, on ne s'en fichait pas. Et pour la première fois, je pense qu'on peut le dire, c'est la première fois qu'il y a eu son nom sur un écran projeté. Et ça, pour nous, en tous les cas, ça représente quelque chose de très fort. Voilà. Comment, du coup, j'allais dire comment vous avez connu Tranois, mais c'est grâce à Jean Rochefort. Mais comment est-ce que vous vous êtes dit, ok, je pense qu'il s'est passé quelque chose pour vous, de se dire, cette personne-là, je veux faire un documentaire. Cette personne a retracé sa vie, en fait, cinématographique qui n'existe, en parenthèse, pas. Notre intérêt pour Alexandre Tranois, il s'est développé avec le temps, c'est-à-dire que quand Jean Rochefort nous en a parlé il y a plus de 15 ans, ça nous titillait parce qu'il avait des anecdotes intéressantes sur lui, en même temps on ne le connaissait pas, on était cinéphiles, on était un peu, c'est bizarre, je ne le connais pas, pourquoi? On a commencé à s'intéresser. C'était un peu vexant d'ailleurs. Oui, et puis mais c'est vrai, quand on se vante d'avoir une culture cinématographique, on dit, bah, je ne le connais pas, c'est bizarre. Et puis Jean nous en a parlé de plus en plus, en racontant des anecdotes. Jean Rochefort, c'était un peu l'acteur fétiche de Tranois, Tranois voulait le prendre dans tous ses films. Et du coup, on a commencé à creuser, et puis des anecdotes, on en avait de plus en plus. On s'est dit, il faut filmer Jean Rochefort, il faut qu'il nous raconte ça. Et une fois qu'on avait ces interviews, on en a interviewé d'autres personnalités de cinéma, des acteurs, des actrices, des scénaristes. Et plus ça allait, plus ça devenait une évidence qu'il fallait faire ce film, même si forcément ça n'a pas été évident de trouver des financements, des producteurs qui pouvaient s'intéresser à cette histoire, parce qu'effectivement, a priori, c'est quelqu'un qui a échoué dans sa vie. Mais il y avait beaucoup de lumière dans la façon dont les intervenants, dans toutes ces personnalités parlaient de Tranois. Ils en parlaient tous comme quelqu'un d'extrêmement séduisant, très convaincant, qui savait raconter des histoires, qui pouvait vous entraîner sur un projet, même s'il n'avait rien fait avant. Et bien voilà, c'était un enthousiasmeur, il savait convaincre
les gens et ça nous a particulièrement touchés. Le film s'est construit vraiment dans un processus long. C'est-à-dire au début, on a voulu le faire à l'endroit, comme on a l'habitude de le faire ou comme on se dit que les films doivent être faits. Donc on a monté un dossier, on était heureux d'avoir Rochefort, ça nous a permis d'avoir un petit peu des réponses. On a cherché à trouver des financements, on a trouvé un petit peu. Et en fait, à chaque fois qu'on faisait les choses à l'endroit, tout se mettait à l'envers. C'était très bizarre. C'est-à-dire que les gens disaient « Ah, c'est intéressant, ah oui, ah bon, comment cette histoire, d'accord ?» Et ça se refermait. Donc on commençait et boum, on n'y arrivait pas. Et donc ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire que ce film, finalement, ne s'est fait que dans les chemins de traverse. Il ne s'est fait que dans des chemins où on n'avait pas pensé aller, mais par la force des choses, on les a trouvés, on les a cultivés, donc en tournant des images en parallèle de nos propres projets, en allant sur une piste, on a rêvé pendant des années de trouver des images des films de Tranois, de voir les résultats de ces films. C'était quand même notre moteur premier, de se dire tiens, on nous parle de ce type. Pour Rochefort, il avait vraiment l'air de dire que si on avait pu voir un film de Tranois, ça aurait été quelque chose. On voulait voir. Et on n'a rien trouvé. Enfin, là, je révèle à moitié le plot du film, mais très vite, on l'assume dans le film, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé l'image de lui. Et on s'est dit, on va arrêter de faire ce film, ça n'a aucun intérêt. Enfin, Et finalement, c'est dans ce vide qu'on a trouvé un intérêt. Comment faire un film sans images? Voilà, c'est ça. C'est un peu la question qui s'est posée. Quand on s'est aperçu qu'il y avait que Tranois avait laissé très peu de traces derrière lui, donc pas de film, très peu d'images filmées, très peu de photos. Alors, comment on fait? Et c'est vrai que le film a changé de nature au fur et à mesure. Au départ, c'était un documentaire assez classique avec des interviews, des images d'archives. Puis petit à petit, on a commencé à raconter notre itinéraire à nous. Raconter ça à la première personne, c'est Avril qui raconte le film, le narrateur, et de raconter voilà, nos échecs, nos doutes, nos moments de joie quand on retrouvait des images, et en racontant ça comme un journal filmé, tout d'un coup on a pu remplir le vide et trouver une forme singulière pour faire exister notre film. Disons que le sujet n'était plus de trouver des éléments biographiques de la vie de Tranois, on en a trouvé évidemment, beaucoup moins qu'on pensait, ou des archives de ces films, mais peu à peu il y a un lien qui s'est tissé entre lui et nous, un lien invisible, avec un cinéaste absent, disparu, dont on a su des choses, en même temps très peu, en même temps beaucoup. Il est devenu quelqu'un avec qui on a cheminé. Et ce lien-là, tout doucement s'est imposé comme le sujet du film. C'est-à-dire c'est un fantôme qui nous envahit, qui envahit nos existences, qui finalement, par un petit sort des limbes et nous dit grâce à vous peut-être, il y aura mon nom, je pourrai exister à nous. Et on ne peut pas l'abandonner, et il y a une fidélité qui est redoublée par la fidélité à Rochefort, et on chemine avec lui, et il envahit nos rêves, et il envahit notre obsession, et au moment où on va se décourager, on dit mais ça sert à rien, on n'a plus rien, et ça fait un an que toutes les tentatives se sont fermées. Il y a un coup du sort, il y a un signe du destin qui nous envoie, un coup de téléphone qui dit j'ai retrouvé quelque chose sur Tranois, vous êtes toujours en recherche, évidemment, et ça relance tout. Et donc c'est ce lien-là, en fait, cette espèce de dialogue entre nous, jeunes réalisateurs, et ce réalisateur disparu, vous voyez, et les questions que ça soulève. Ah ben, ça a été une tension permanente parce qu'il y a des moments où on partait sur un autre projet, justement, qui nous prenait du temps et on ne pouvait pas se consacrer et pourtant il fallait parce qu'il y avait... C'est l'avantage d'être deux. C'est l'avantage d'être deux, c'est-à-dire quand il y en a un qui ne croit plus et qui dit non là on va arrêter, en fait, l'autre il dit mais non attends moi j'ai envie de... Je pense pas, je suis pas d'accord, donc je chamaille un peu. Puis quand c'est l'autre ça s'inverse, vous voyez. Mais finalement le travail a été celui d'une forme de disponibilité comme ça flottante, vous voyez. C'est devenu moins proactif que quand on fait un film où on est à 100%, mais il fallait être tout de suite présent. Moi j'ai une pratique documentaire où je filme énormément. Je cadre, dans mes films il y a des journaux de filmés, enfin voilà, c'est une grammaire qui a été importée, qu'on a mis au service de ce film, ce qui fait que du coup ça a permis cet état de veille comme ça, où il y avait toujours un petit Tranois. Il y avait toujours notre petit Tranois dans un coin, et puis de temps en temps ça se réveillait à la faveur, par exemple, la période du confinement était une période très intense de travail. Parce que justement, dans le silence, dans la réclusion, le dialogue est revenu. Et on a compris aussi des choses sur lui, et puis le temps nous donnait une mise en perspective. Ce qu'on voyait du personnage au début n'était pas ce qu'on en voyait après 10 ans de cheminement. Donc le film s'est nourri aussi de ça, de ce regard qui n'est pas
qui n'a jamais été monolithique sur le personnage, qui a toujours évolué, qui a toujours changé, et encore aujourd'hui qui n'est pas arrêté. Et moi je ne sais pas ce que je pense de lui. Je ne sais pas vraiment ce que je pense de lui. Je ne peux pas vous dire, bon bah très bien, en fait on a découvert un type mais c'est un tocard, ou au contraire, non, non, vous allez voir, ça sera un grand génie, et le jour où il y aura des bobines, on sera tous à genoux. Presque ça ne m'intéresse plus en fait, c'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'il avait dans la tête, qu'est-ce qu'il portait, jusqu'où il a pu aller. Et ça, on retrouvera encore des choses. Et pourquoi il nous fascine autant toujours? C'est-à-dire que c'est vrai que quelque part, ça aurait pu ne jamais s'arrêter. On aurait pu toujours avoir un élément, un nouvel élément, un nouveau regard, une nouvelle idée de séquence, un nouvel intervenant, quelqu'un qui a interviewé comme ça. Mais à un moment donné, il fallait finir pour permettre à Tranois de... Non, on n'a pas trouvé de famille de Tranois. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui... C'était bizarre parce qu'on avait des réflexes de documentariste, de journaliste un peu. Moi, je ne suis pas journaliste, hein, c'est pas mon... Mais on avait des réflexes de dire, bon, bah, naturellement, on trouve une adresse, on trouve une bribe de famille. Et tous ces réflexes-là ont été déjoués avec ce type. C'est-à-dire que tout ce qu'on trouvait, c'était pas au bon endroit. Quand on trouvait une adresse, par exemple officielle, on se disait, bah, il a vécu là, c'était l'adresse d'un cinéma. Oui. Ce qui était quand même assez savoureux et qui tout de suite nous mettait dans un espace d'imaginaire en fait. C'était le cinéma où il a grandi, son oncle avait un cinéma à Paris. Et en fait, ce cinéma a été détruit, mais on ne sait pas bien pourquoi ça a été son adresse officielle. Est-ce qu'il a vécu là-dedans? Ou est-ce qu'au contraire, c'est juste une pirouette qu'il a faite pour masquer la réalité, où il vivait peut-être dans une chambre de bonne insignifiante? Mais non, il y avait ce désir de mettre un peu de fiction dans sa réalité. Et on le voyait nous comme un signe, de dire regardez, croyez aux rêves, croyez au cinéma, regardez, je suis un enfant cinéma, j'ai grandi dans ce cinéma-là et c'est ma seule religion. C'est la seule chose qui m'importe plus que la réalité. Le film est plus beau que la vie. Et à chaque fois, il nous rechargeait quand on trouvait ça. Donc naturellement, on n'est plus allé vers les questions de son état civil, on s'en foutait. Au bout d'un moment, on n'en avait plus rien à faire. On voulait savoir jusqu'où lui était allé dans son rêve, dans son fantasme, dans cette manière qu'il avait de conjuguer la fiction et le réel, quoi. Ça, c'était captivant. C'est vrai, vous dites. Et comment cette histoire de vie, en fait, elle vous a touché autant, alors que c'est vrai qu'on peut le regarder vraiment d'un air humoristique, voire sketch. Enfin, c'est dingue. Ne vous moquez pas de nous. Non, 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 justement pas. Moi, je trouve ça dingue. C'est grand respect. Non, il y a des éléments de sa vie, mais forcément, la répétition des échecs, à un moment donné, ça devient presque absurde. Donc, burlesque oui, aussi, burlesque. Oui, il y avait quelque chose d'assez étrange. Même nous, à un moment donné, on se dit c'est pas possible. Mais c'est vrai que le lien dont parlait Avril avant, le lien qui s'est tissé avec le personnage, le fait qu'on était, nous, dépositaires de ces histoires. Rochefort, il nous a fait confiance, Jean Rochefort, et tous les autres intervenants du film, Anouk Aimée, Jean-Claude Carrière, Jacques Perrin, Claude Lelouch, ils nous ont raconté toutes ces histoires, et si on s'arrêtait, ces histoires, elles disparaissaient, de fait, parce qu'il n'y a pas grand monde qui s'intéressait à lui à part nous. Donc voilà, on se sentait un peu dépositaire. Jean Rochefort, c'est un peu son dernier film aussi. Donc on est triste de ne pas d'avoir pu lui montrer le film, de ne pas pouvoir avoir honoré la promesse qu'on a pu lui faire, mais on a beaucoup pensé à lui hier soir pendant la projection. Et j'espère qu'il aura été fier, voilà, de ce qu'on a fait, et fier qu'on rende hommage à son ami Alexandre Tranois. Il y a eu un effet de miroir en fait pendant le travail de ce film. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pas anodin, on s'intéresse à un réalisateur, on est réalisateur. Bon, a priori, on se dit ce qu'il a traversé. Je pense que c'est le cauchemar de toute personne qui veut faire du cinéma, c'est-à-dire ne pas y arriver. Mais ça menace tout réalisateur. C'est un réalisateur qui réussit très bien sa carrière à 50% de films inachevés ou de films qu'il n'a pas réussi à tourner. C'est une moyenne plus qu'honorable. Voilà, ça c'est vraiment ça c'est la réussite. Voyez, donc l'échec, il est dans la réussite quand on est cinéaste. Il faut savoir négocier avec lui, etc. Et donc forcément, tout ce qu'il affrontait, tout ce qu'on découvrait de ses échecs, à la fois, on tombait amoureux des projets de films. On se disait, mais on aurait aimé avoir cette idée. On aurait aimé tourner avec Rochefort à cette époque, faire ce film qui s'appelle Le Serpent de Gibraltar, et on aimerait le voir aujourd'hui. Mais merde, là, il nous bluffe, quoi. Et en même temps, on se dit, mais ce qu'il a vécu, c'est atroce. Ça devrait le détruire, et il se relève. Moi, à sa place, j'aurais été détruit. Lui, il continue. Donc, il a un secret. Il y a quelque chose en plus en lui. Il y a un apprentissage à tirer de ça. Et ça marche pour le cinéma, ça marche pour tout acte de création. C'est-à-dire comment on gère le compromis avec le réel qui, d'une manière ou d'une autre, veut nous empêcher. Le réel, il n'est pas là pour nous faire plaisir. C'est à nous de le conquérir, de le violenter presque, en disant non, je m'impose. Le film, il doit exister, il sera là. Et lui, il s'est battu toute sa vie comme ça. La pugnacité, elle est immense chez lui. Et paradoxalement, elle débouche sur rien. Alors ça, c'est une équation insoluble, vous voyez. Mais en ça, il nous a beaucoup inspiré. Il nous a beaucoup
épaulé presque. Un grand merci, c'était super. Merci beaucoup à vous. Génial. Merci. Merci. On aurait adoré être là à la projection et les rencontrer, mais voilà, on est très content qu'ils aient vu le film.